Allez, en bon moïste, on va appliquer le triangle jusqu'au bout. On va profiter encore du peu de jours qui nous reste pour faire une vidéo. Donc, alors, je vais quand même essayer de me recentrer. On était sur la disparition du moïsme par rapport au confucianisme. Donc, comme je vous l'ai dit, vous imaginez un peu le succès phénoménal qu'a pu avoir le moïsme, et ça s'explique parce que vous vous rendez compte le modèle de société qu'il propose, c'est tout simplement extraordinaire. Il propose une révolution absolue, une transformation complète et totale de la société qui est totalement à l'avantage du peuple, à l'avantage des plus humbles. Totalement à l'avantage. Tout est pour eux. Tout est pour eux. Tout pour le peuple. Donc, le gros problème, c'est que le moïsme tenait entièrement sur la personne de Mozi. On n'a pas les détails par contre. Après, là, tout ça, on sait ça par des informations qu'on trouve dans d'autres écoles, chez les légistes par exemple, chez les légistes et chez les confucéens aussi. À la mort de Mozi, l'école de Mozi, c'est moïste, c'est divisé en trois. J'ai pas les noms en tête, c'est dans Ranfei. Donc, ils se sont divisés en trois et ils considéraient que les autres étaient hérétiques. Ça peut expliquer pourquoi le Mozi, les textes sont toujours en trois exemplaires. Pourtant, il y a quand même assez. C'est bizarre parce qu'il y a quand même très peu de différence. On comprend pas comment ils auraient pu en arriver carrément à se considérer comme à se traiter d'hérétiques les uns les autres, quoi. Ils s'envoyaient des anathèmes en fait. Alors, on n'a pas les détails, mais ce qui s'est probablement passé, c'est que du coup, l'école a dû certainement être détruite ou abandonnée parce qu'ils n'arrivaient plus à s'entendre. Après, donc, nous avons eu Ching Cho Huangti, qui commence à être un petit peu plus connu parce que on le voit, bon, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur lui quand même. Donc, c'est le fameux empereur avec les soldats de terre cuite. Hein. À Xi'an. Donc lui, il vient d'une autre école qui est le légisme, qui est en fait est une dérive, on pourrait dire une dérive satanique du moïsme quasiment. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, là, tout ce qui suit, c'est à mettre en parenthèse parce qu'on n'a que des sources Han. Les Han, donc c'est la dynastie qui a suivi au Qin en renversant les Qin. Alors, ce qu'aurait fait Jinchurangi, il aurait interdit toutes les autres écoles, il aurait fait brûler tous les livres des autres écoles et il aurait fait enterrer tous les érudits des autres écoles. On commence à mettre fortement ça en doute. Hein. Toujours est-il que rendu fait, il y a dû avoir en tout cas le légisme qui a dû prendre le pas sur toutes les autres écoles de philosophie. Et donc, quand les Han ont renversé les Qin, ils ont réédité en fait, c'est là où on a commencé à trouver l'imprimerie, enfin l'imprimerie à l'ancienne chinoise en fait, c'est pyrogravure en quelque part, en fait c'est du feu en fait, je sais pas le terme exact mais en gros c'est ça, c'est quelque chose avec du feu, c'est pas la vraie imprimée, mais ça permet quand même d'imprimer des textes. Et ils ont ressuscité soi-disant tous ces textes qui ont été brûlés. Bon le fait qu'ils aient été brûlés c'est fort probable parce qu'on a retrouvé dans la maison de Confucius des livres qui ont été cachés, donc ça c'est fort probable. Par contre qu'il ait fait enterrer tout ça, ça par contre on remet ça en cause. On voit difficilement comment le confucianisme aurait pu renaître de ses cendres s'il avait massacré tous les érudits confuciens. Et donc, comme par hasard, quand les RAN ont commencé à rééditer les textes philosophie anciens qui avaient été brûlés par les légistes, ils n'ont pas réédité le mot de Soma Chien, qui est l'historien officiel des RAN, qui raconte tout ça. Cet enfoiré, il y a un moment, une section de son ouvrage historique qui est consacrée aux biographies des grands hommes. Mozi, une ligne. Il le passe totalement sur silence, parce qu'il voulait faire disparaître ça, parce que c'était beaucoup trop révolutionnaire. Mais donc, là, ce qui est intéressant, c'est que on a par exemple un auteur qui s'appelle Yao Tzu, qui est un autre philosophe, qui n'est pas un moïste, il ne se dit pas moïste, pourtant il emploie des termes moïstes. Maintenant tout le monde sait que c'est un moïste en fait, mélangé un peu avec autre chose, mais sans citer Mo Tzu. Ça veut donc dire que les idées du moïsme ont perduré sans Mo Tzu, puisque lui il utilisait des termes moïstes sans se référer à Maître Mo. Eh bien, c'est quoi un wuxia? C'est quoi le chevalier errant? C'est quelqu'un qui se bat contre, on va dire, la société, parce que cette société est injuste, parce que pas moïste en fait, parce que confucienne. Elle est injuste, la société confucienne est injuste. Le wuxia, c'est celui qui est toujours un hors-la-loi, parce que le wuxia, c'est celui qui, en fait, enfreint les sacrilèges du confucianisme. Les premiers wuxias sont systématiquement des assassins de ministres corrompus, ministres confucéens corrompus. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les wuxia? Abandon des richesses et abandon de la famille. Là, c'est du moïsme poussé à l'extrême. C'est carrément,
C'est assez logique d'ailleurs, comme l'école n'existe plus, on peut plus structurer une société avec du moïsme, mais du coup, ça subsiste à un niveau individuel. Et bien c'est exactement la même chose. Le wuxia fait vœu de pauvreté, il aide les gens, il protège les gens gratuitement. C'est exactement la même chose. Et il cherche avant tout la justice, c'est-à-dire qu'il se fout de la loi. L'important, c'est est-ce que c'est juste ou pas. La loi, on s'en fout. Or, dans le confucianisme comme dans le légisme, c'est la loi, on la respecte. Le wuxia s'en fout, parce qu'il sait que cette loi est viciée à la base. Voilà. Donc, le chevalier errant, les chevaliers errants sont les successeurs du moïsme. Voilà. Je ferai une autre vidéo après pour terminer le cas de François Julien.